Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce cours un petit peu particulier, puisque donc comme je vous l'ai expliqué avant que nous nous quittions en présentiel, la suite du programme donc serait fait via des petites vidéos donc que je vais vous poster sur YouTube et que vous pourrez suivre au fur et à mesure des cours. Donc j'espère que vous allez bien, première chose, et que vous avez le temps un petit peu, enfin le temps oui vous l'avez forcément, mais que vous trouvez un petit peu comment organiser cette semaine un petit peu particulière de cours. Je compte sur vous pour ne pas décrocher. Il vous reste 4 jours de cours en distanciel. Alors après, chaque professeur fera un petit peu comme il entend. Ce matin, c'est-à-dire mardi, le mardi de la reprise, le serveur Atrium a bugué, on peut dire ça. Donc beaucoup de cours qui étaient prévus en visio par le site du CNED notamment et par Atrium n'ont pas pu fonctionner. Donc peut-être que vous avez été concerné. Donc bon, l'avantage de ces vidéos qui sont enregistrées, c'est que vous pouvez les regarder quand vous voulez. Et donc l'idée, c'est de prendre des notes par rapport à tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant. Alors, cette vidéo, elle est destinée au terminal 1 et au terminal 6. Vous n'avez pas tout à fait la même progression en histoire. Donc, je vais essayer de remettre un petit peu à plat tout ça. Donc, nous sommes toujours dans la partie qui s'intitule consacrée à la France, donc après avoir vu dans un premier temps la France dans l'Europe de la guerre froide, nous commençons aujourd'hui, ou nous avons commencé dès vendredi avec le groupe 1 de Terminal 6, donc le petit 2 qui s'intitule La France dans la crise algérienne. Ce petit 2, donc nous l'avons commencé avec le groupe 1. Concernant les terminales 6, vendredi, je vous ai remis un devoir maison qui est à me renvoyer pour vendredi 9. On a fixé minuit comme heure de limite pour envoyer le devoir maison. Donc ce devoir maison qui, je le répète, ne concerne que les terminales 6, donc sera noté. Vous me l'envoyez soit par mail sur mon adresse personnelle pcnegas44@hotmail.fr, soit via Atrium, en espérant que le site fonctionne un petit peu mieux que ce qu'il a fonctionné aujourd'hui. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une introduction de ce petit 2 qui fera aussi office de cours pour expliquer un petit peu comment la France va se débattre dans cette crise algérienne pendant plus de 8 ans. Donc je vous demanderai à partir de maintenant de prendre des notes. Même si pour le groupe 1 de Terminal 6, ça a déjà été fait en partie. Donc bon, vous allez avoir l'impression un petit peu que je me répète, mais c'est pas bien grave. Vous pourrez comme ça compléter si vous avez oublié de noter certains passages que vous jugez importants dans ce cours magistral que je vais commencer maintenant. Donc, tout d'abord, savoir qu'entre 1954 et 1962, la décolonisation le mouvement de décolonisation va connaître l'un de ses épisodes les plus douloureux, les plus sanglants. Cet épisode va être aussi très douloureux pour la France, puisque non seulement elle va perdre ce qu'elle considérait comme la perle de son empire colonial, mais au terme d'une guerre fratricide qui va faire entre 300 et 400 000 morts. Donc cette guerre, c'est certes une guerre d'indépendance, on pourrait dire au même titre que d'autres, comme la guerre d'Indochine. On a évoqué aussi la guerre de libération en Indonésie, République démocratique du Congo, qui était appelée Congo belge à l'époque, en Angola, au Mozambique. On a eu certains exemples comme ça de guerre d'indépendance.
Et ça a concerné à peu près toutes les puissances coloniales, à part peut-être les Britanniques, qui ont été un petit peu plus conciliants sur ces mouvements d'indépendance et qui ont accepté finalement ce que les autres ont voulu repousser au maximum. Donc l'Algérie, oui, c'est bien un conflit de type guerre d'indépendance, guerre de libération des peuples dominés, mais c'est pas que ça. La guerre d'Algérie a une dimension assez originale, hein, puisque c'est, si vous voulez, l'Algérie en 1954, au moment où commence cette guerre, que les autorités françaises d'ailleurs vont refuser d'appeler guerre jusqu'à la fin. Ils parleront d'événements d'Algérie, de troubles en Afrique du Nord, mais ils n'utiliseront jamais le terme de guerre. Pourquoi? Parce que pour les autorités françaises et pour une majorité de Français, en 1954, l'Algérie, c'est la France. Ça peut paraître surprenant en 2021 d'entendre ce type de propos, mais c'est ce que pensent, je vous l'ai dit, les membres du gouvernement, hein, c'est ce que va dire des personnages célèbres qui vont exercer les plus hautes fonctions telles que François Mitterrand, Pierre Mendès France. Ils ne conçoivent pas que l'Algérie ne puisse pas être française. Et c'est un sentiment qui est partagé par une majorité de Français en 1954. L'opinion publique ensuite va considérablement évoluer. Alors pourquoi? Parce que l'Algérie déjà c'est pas une colonie comme les autres. L'Algérie le territoire est divisé en 4 départements, hein, le département d'Alger, le département d'Oran, de Constantine et du Sahara. L'Algérie donc est considérée comme un statut qui pourrait être un petit peu comparé, même si c'est pas exactement la même chose, mais à nos départements d'outre-mer d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est peuplé de citoyens. On dit à l'époque que l'Algérie c'est la France par-delà la Méditerranée. Le problème c'est que ces citoyens algériens, qui sont donc français de fait, n'ont pas tous le même statut. On va avoir des citoyens à part entière, c'est ce qu'on appelle les Français d'Algérie, qui sont au nombre d'environ 1 million de personnes quand même dans les années 1950, donc une grosse communauté, une grosse minorité française, européenne sur place, qui eux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens de métropole. Et puis on a les indigènes, les citoyens arabes, les citoyens berbères, qui eux eh bien, ont les mêmes devoirs. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils sont venus combattre pour libérer le pays. Ils ont le devoir de payer leurs impôts, d'obéir à la loi, de protéger la patrie lorsqu'elle est en danger, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Ils n'ont pas les mêmes droits politiques, ils n'ont pas les mêmes droits économiques, ils n'ont même pas les mêmes droits sociaux. Je pense notamment au droit à l'instruction, qui est étendu à tous les enfants de pieds noirs, comme on les appelle, c'est-à-dire ce sont ces Français qui vivent en Algérie depuis souvent plusieurs générations, car je vous rappelle que l'Algérie a été conquise par la France à partir de 1830, hein. Donc en 1954, ça fait 124 ans que l'Algérie est française. Et donc des générations de Français, mais aussi d'Espagnols, d'Italiens, se sont installés en Algérie et ont fait racine en quelque sorte, ont pris racine, et donc ils se considèrent comme des Algériens, ils considèrent l'Algérie comme leur terre, leur pays, mais en même temps l'Algérie, une Algérie qui soit dans la République, dans la France, vous voyez. Donc eux ont les mêmes droits, le droit à l'instruction, j'en parlais, donc les enfants de pieds noirs, l'école est gratuite, obligatoire. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, pour les enfants d'arabes et de berbères, où là, seule une minorité sont scolarisées, notamment chez les jeunes filles, où là, c'est vraiment une extrême minorité qui a le droit d'être scolarisés. Donc toutes ces inégalités, en quelque sorte, vont être bien sûr à l'origine des revendications d'indépendance du peuple algérien. Mais si vous voulez, ces revendications, on va le voir, ne vont pas être forcément partagées par tous ce qu'on appelle les Algériens d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les indigènes, à savoir donc les Arabes et les Berbères.
Alors, autre élément aussi qui fait que l'Algérie, c'est pas une colonie comme les autres, c'est la richesse de ce territoire. Richesse agricole, hein, la France importe beaucoup de production agricole, type céréales, vin, de fruits de ce territoire, mais aussi hein, des richesses qui vont être des richesses en hydrocarbures à partir de 1956, puisque les premiers gisements de pétrole vont être découverts dans le Sahara. Donc ça va rajouter un petit peu de la valeur en quelque sorte à territoire français et expliquer que la France ne va pas être pressée de le lâcher en quelque sorte. On peut rajouter aussi le fait qu'il y a entre les deux pays énormément d'échanges humains, hein, puisque je vous ai parlé de ce million environ d'Européens présents en Algérie. On peut aussi évoquer la présence d'une immigration importante en France métropolitaine de travailleurs algériens, hein, de travailleurs arabes et berbères qui vont venir travailler, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nombre important en métropole. Et donc tout ça va faire que, vous voyez, les deux territoires vont être étroitement liés ça va expliquer aussi donc les réticences de la France à ce que ce territoire si particulier, si riche, c'est tant d'un point de vue sentimental que d'un point de vue matériel, eh bien échappe à la sphère d'influence de la France. Alors, situation exceptionnelle qui va déboucher sur un conflit exceptionnel lui aussi, à mi-chemin entre la guerre d'indépendance, je l'ai dit, mais aussi une véritable guerre civile. Parce que c'est là où vraiment on touche du doigt ce qui fait la particularité de l'Algérie, c'est que, à la différence des autres guerre d'indépendance, ça ne se résume pas en un conflit entre une armée hein, venue de la métropole qui va essayer de mater un petit peu la rébellion de mouvements nationalistes indigènes, hein, ou du moins c'est pas que ça. Hein. Il y a aussi, à travers cette guerre d'Algérie, eh bien, une guerre entre communautés. On pourrait dire une guerre fratricide, hein, puisque, on l'a dit, en Algérie, il y a deux communautés hein, qui sont distinctes. Donc les indigènes qui sont donc les premiers habitants d'Algérie, hein, qui sont constitués d'Arabes et de Berbères. Il y a aussi parmi ces populations indigènes une minorité juive hein, qui habite l'Algérie depuis des siècles et des siècles, mais qui va avoir davantage de droits politiques, notamment que les indigènes arabes ou berbères, par exemple, ils vont avoir le droit à la nationalité française hein, dès la fin du 19e siècle, ce qui va être refusé à une citoyenneté française de plein droit, hein, c'est-à-dire avec tout ce que j'évoquais tout à l'heure, droits politiques, économiques et sociaux, que n'ont pas la plupart des Arabes et des Berbères. Et puis la deuxième communauté, donc c'est la communauté des Européens d'Algérie, hein, qu'on appelle communément les Pieds Noirs, sans doute en référence aux militaires qui sont les premiers à avoir posé le pied en Algérie en 1830, qui portaient des bottes noires. Donc pour les indigènes, hein, ils ont gagné leur surnom en quelque sorte à ce moment-là de pieds noirs. Donc c'est resté, et ça désigne tous les Français vivant en Algérie, et ce jusqu'à l'indépendance en 1962. Donc cette communauté pied noir, forte d'1 million de personnes d'un côté, et de l'autre, bien sûr, la majorité indigène, comme on l'appelait à l'époque, hein, qui est constituée d'environ 9 millions d'habitants. Donc ces deux communautés cohabitent en quelque sorte, hein, mais ne se mélangent pas, hein, le vivent séparés. Alors certes, la guerre d'Algérie, ça va être aussi un affrontement entre ces deux communautés, mais pas seulement. Je l'ai dit, c'est aussi un conflit fratricide, hein, c'est-à-dire qu'au sein des Français, qu'ils soient d'Algérie ou de métropole, une majorité, notamment en Algérie, les Pieds Noirs vont être des partisans de l'Algérie française, hein, mais une minorité, et de Pieds Noirs et de Français de métropole, vont participer, y compris à la lutte, aux côtés des nationalistes algériens, les membres du FLN, Front de Libération Nationale, hein, où on va retrouver par exemple certains Pieds Noirs, Maurice Audin, qui est un pied noir célèbre qui va disparaître, auquel le président Macron a rendu hommage dernièrement, hein, ou des Français de métropole, hein, que l'on va appeler les porteurs de valises. Mais c'est vrai que majoritairement, notamment les pieds noirs, sont pour une Algérie française. De l'autre côté, au niveau de la communauté
arabes et berbères. Donc là aussi, les choses sont pas aussi évidentes qu'elles puissent paraître. C'est pas tout le peuple qui va se révolter comme un seul homme contre la présence française, la domination française, et qui va rentrer en guerre contre cette domination coloniale. Non, au départ, c'est une toute petite minorité en 1954. Alors c'est vrai que les troupes des nationalistes vont cesser de grandir au fur et à mesure de la guerre, mais sans jamais atteindre des chiffres qui soient, comment dirais-je, euh, forcément impressionnant en nombre, hein, notamment si on les compare aux Algériens, donc arabes et berbères, qui vont, eux, participer au conflit, mais du côté français, c'est-à-dire qui vont incorporer l'armée française, que l'on va appeler de manière générale les harkis, hein, et qui vont, alors souvent pas pour des raisons idéologiques, hein, mais plus pour des raisons, tout ce qu'il y a de plus matériel, hein, ce sont des familles très pauvres, pardon, et le fait de rentrer dans l'armée française leur permet d'offrir un salaire, hein, de pouvoir nourrir sa famille. Beaucoup d'Algériens font le choix ainsi de rentrer dans l'armée française, pas tant parce qu'ils sont convaincus que l'Algérie doit rester française, c'est pas ça leur problème numéro un, mais plus celui de trouver un gagne-pain en cette période où les populations indigènes notamment sont très pauvres. Donc vous le voyez, une guerre d'Algérie qui ne se résume pas à une guerre entre Français et Algériens, comme on pourrait un petit peu y penser aujourd'hui, hein, ou du moins pas que entre Français et Algériens. Hein. On a donc d'un côté l'armée française, c'est vrai, hein, où plusieurs centaines de milliers de jeunes Français vont être envoyés en Algérie hein, pour combattre cette révolte nationaliste. On va avoir toujours du côté des Français les pieds noirs, c'est-à-dire ceux qui habitent en Algérie, qui majoritairement sont pour que l'Algérie reste française, mais y compris dans cette communauté française, qu'elle soit de métropole ou d'Algérie, certains vont eh bien, participer soit de manière symbolique, politique, soit de manière active hein, au combat que mènent les indépendantistes et se joindre au FLN, au Front de Libération Nationale. Hein. Et puis dans l'autre communauté, la communauté indigène hein, majoritaire, eh bien, même si les combattants de l'indépendance vont être de plus en plus nombreux, il y aura toujours parmi cette communauté plusieurs centaines de milliers d'Algériens qui, eux, feront le choix, au contraire, de combattre dans l'armée française. Et donc, c'est vous le voyez, des violences qui vont déchirer aussi hein, ces deux communautés, l'une contre l'autre et l'une à l'intérieur de l'autre. Hein. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, hein, je l'ai dit, c'est assez complexe, donc vous n'hésitez pas, si vous avez des points sur lesquels vous voulez que je revienne, à m'envoyer un petit mail pour que je vous explicite, y compris par écrit, certains passages que je viens d'évoquer. Bon. Le 21 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, la guerre d'Algérie est officiellement terminée. Donc, l'Algérie se libère d'une domination française vieille de 132 ans quand même. La guerre est terminée, mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Hein. Je dirais que ces accords mettent un terme au conflit, hein, mais pas aux souffrances, pas aux polémiques qui vont déchirer encore pendant de nombreuses années, j'ai envie de dire jusqu'au début du XXIe siècle, les communautés. Hein. Les communautés et notamment les groupes de mémoire qu'ils vont faire vivre. C'est-à-dire que chaque acteur de cette guerre, en quelque sorte, va donner naissance à une mémoire de la guerre d'Algérie. La mémoire, si vous voulez, par rapport à l'histoire, est quelque chose de très passionnel, très subjectif. Chaque groupe, chaque communauté va avoir une vision des événements qui va être très personnelle et qui va être souvent différente, voire en opposition de la mémoire d'un autre groupe de mémoire. Si je prends l'exemple, par exemple, du groupe de mémoire des pieds noirs ou des harkis, hein, eh bien, ils ne vont pas avoir la même version des faits, en quelque sorte, que le groupe de mémoire, par exemple, des Français d'origine immigrée, hein, dont les parents ou les grands-parents eh bien, ont combattu aux côtés du FLN pour l'indépendance de l'Algérie.
ou on pourrait même parler des appelés, hein, ces jeunes Français qui vont atterrir en Algérie sans trop savoir un peu pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent et qui vont vivre des périodes très douloureuses. Eux aussi vont avoir une interprétation de ces événements qui va être personnelle et très différente. Et donc vous l'aurez compris, hein, il ne faut surtout pas confondre les mémoires qui peuvent être plurielles, qui le sont souvent hein, par rapport à des événements historiques aussi graves, et l'histoire hein, qui est la vocation hein, à l'objectivité, à l'universel. Hein. Il y a, on pourrait dire, plusieurs mémoires, mais il n'y a qu'une seule histoire hein, des événements d'Algérie. Bon, même si là aussi on pourrait discuter de cette affirmation, mais pas trop rentrer dans les détails pour ce premier cours. Donc, si vous voulez, pour un petit peu revenir à notre cours, donc cette crise va déstabiliser la société française, hein, car il va y avoir au total plus d'1 million de Français qui vont aller combattre en Algérie, hein, des Français de métropole, souvent très jeunes, hein, entre 18 et 21 ans. Il va y avoir ensuite, bien sûr, le million de Français d'Algérie qui va y participer directement et qui va être, pour l'essentiel, à la fin de la guerre, être plus ou moins contraint de rentrer en France. Enfin, je dis rentrer avec des guillemets parce que la plupart de ces Français d'Algérie n'ont jamais posé le pied en métropole. Hein, ils se considèrent comme Français parce qu'ils sont d'origine française en quelque sorte, mais ils sont nés en Algérie et donc ils découvrent un pays qu'ils ne connaissent pas finalement hein, lorsqu'ils arrivent en France en 1962. Et puis il y a bien sûr aussi tous ces Algériens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Algériens, certains, ceux qui ont combattu dans l'armée française et les harkis, une partie vont être rapatriés en France, plus hein, tous les Algériens issus de l'immigration économique qui avait commencé avant la guerre d'Algérie, qui va se poursuivre hein, jusqu'aux années 70-80, et qui va faire que là aussi on va avoir environ 2 millions de Français d'origine algérienne qui vont vivre dans la société française et je dirais qui ont été touchés directement ou indirectement par ce conflit. Donc une société française qui va être impactée de manière très importante par cette guerre, d'un point de vue social, d'un point de vue humain, d'un point de vue émotif presque je dirais. C'est ce qui explique que nous poursuivrons la prochaine fois avec un point de passage qui s'intéressera justement à ces différentes mémoires de la guerre d'Algérie. Mais dans un premier temps, hein, là, l'objet de mon cours, de mon intervention, était de vous présenter un petit peu les spécificités de ce conflit et de poursuivre avec un travail que vous ferez à la maison qui porte sur l'impact que va avoir ce conflit sur les institutions. Car en plus de toutes les souffrances que j'ai évoquées, et pour les Algériens et pour les Français, cette guerre va fragiliser les fondements même de la République française. À tel point qu'en 1958, en pleine guerre d'Algérie, donc, et à cause de la guerre d'Algérie, vous allez voir pourquoi, eh bien, la 4ème République va sombrer. La 4ème République va disparaître, remplacée par une 5ème République, celle que nous connaissons toujours aujourd'hui. Et vous allez voir donc dans le petit exercice que je vais vous mettre en lien sur Pronote, le rôle de la guerre d'Algérie justement dans ce bouleversement institutionnel que va connaître la République française. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pour les terminales 1, là, les questions donc, vous me remettrez seront notées. Hein, ça vous permettra d'avoir une note type devoir maison comme les terminales 6. Hein. Donc ça veut dire que ces questions que je vais mettre aujourd'hui mardi en ligne via Pronote sont à faire pour et les terminales 1 et les terminales 6 pour vendredi. Mais pour les terminales 1, les réponses sont à m'envoyer par mail, d'accord, avant vendredi 17h. Vendredi 17h, dernier délai. Ok. Et pour les autres, pour les terminales 6, la correction, donc les questions sont à faire, mais sur votre cahier, hein, elles ne seront pas notées car vous avez déjà un travail, une étude de doc à me rendre pour vendredi. Et vous, donc, j'attendrai d'avoir toutes les copies, les devoirs maison des terminales 1
pour vous envoyer la correction, c'est-à-dire que je vous mettrai la correction en ligne sur Pronote vendredi à partir de 17h, pour éviter bien entendu que les corrections se croisent et profitent à certains petits malins de Terminal 1. Hein. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous mettrai aussi sur Pronote un complément d'information sur la guerre d'Algérie. Hein, vous verrez qu'il y a deux liens que j'ai mis sur Pronote pour aller un petit peu plus loin, pour peut-être comprendre un peu mieux tout ce que je viens de dire, hein, de manière très, très pédagogique. Alors on a des actualités télévisées de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui reviennent sur les attentats de la Toussaint Rouge, hein, c'est-à-dire ce qui marque le début de la guerre d'Algérie, une série d'attentats orchestrés par le FLN le 1er novembre 1954. Donc vous verrez un petit peu comment les journaux français, les chaînes d'infos, comme on dirait aujourd'hui, reviennent à chaud sur ces événements. Et ensuite, un lien qui est plus pédagogique, celui-là qui revient de manière plus scolaire, un petit peu sur cette guerre. Jeudi, nous n'aurons pas cours, car je suis en congrès syndical, donc je n'assurerai pas donc les cours du jeudi. Donc nous nous revoyons vendredi. Vendredi, donc je le répète, les questions qui sont sur Pronote que je mets aujourd'hui sont à faire pour vendredi. Pour les terminales 1, vous me renvoyez ce travail par mail et je les corrigerai, ça donnera lieu à un devoir maison. Pour les terminales 6, vous me faites ces questions dans votre cahier et je vous mettrai la correction vendredi à partir de 17h. Ça ne sera pas noté. Ce qui sera noté en revanche, c'est l'étude de doc que je vous ai remise avant ce week-end, vendredi. Jeudi et vendredi, je crois, oui, c'est pour les deux groupes. Et qui est à me rendre donc pour vendredi minuit, dernier délai. D'accord. Et ensuite, donc, nous serons en vacances et pour éviter que vous vous ennuyiez en vacances, je vous mettrai un petit QCM qui reviendra, alors non pas sur le chapitre 6, là vous l'avez compris, on est en train de faire le chapitre 6, donc les deux devoirs maison portent sur ce début de chapitre 6. Par contre, le QCM portera exclusivement sur le chapitre 5. D'accord. Le chapitre précédent qui est lui un petit peu plus long. Toujours concernant cette guerre d'Algérie, pour ceux qui ont Canal+, ou qui ont la possibilité de voir les films qui sont diffusés par Canal+, vendredi 7 avril à 21h... Non, le 7 avril, c'est pas vendredi. Bon, c'est jeudi, 5. Ou mercredi, pardon. Non, mercredi. Donc le mercredi 7 avril à 21h. Donc un film est diffusé en avant-première qui s'intitule Qu'un sang impur. C'est un film qui devait sortir au cinéma au mois de janvier, qui n'est pas sorti pour les raisons qu'on connaît, et qui va donc être diffusé en avant-première sur Canal+, le 7 avril à 21h. Et c'est un film qui revient sur la guerre d'Algérie. Alors je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelques extraits, le synopsis. C'est un film qui mérite, je pense, d'être regardé, même si bien entendu, toujours garder un recul, c'est un film, hein, c'est pas un documentaire d'histoire, donc il doit y avoir à coup sûr une part de subjectivité, hein, une vision partisane du réalisateur, mais voilà, je pense que si vous avez la possibilité de le voir, ça peut être un complément intéressant de ce conflit. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Bon, ben je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous continuerez jusqu'à vendredi à jouer le jeu, à participer, donc à suivre ces cours, faire les exercices qui sont donnés, à essayer de ne pas vous coucher trop tard, de ne pas vous lever trop tard non plus, d'accord, au moins jusqu'à vendredi. Voilà, à essayer de vous aérer, de ne pas vous enfermer, vous cloîtrer chez vous devant vos écrans, smartphones et autres consoles de jeu. Hein, bon, voilà, hein, prenez l'air, changez-vous les idées, profitez-en pour lire aussi. Hein, même si ça fait un petit peu... c'est un petit peu moins tendance aujourd'hui de lire des bouquins, mais c'est très très important. Hein, alors après vous les lisez comme vous voulez, mais voilà, c'est important aussi de s'ouvrir l'esprit en lisant, ou en faisant de la musique, ou voilà, en faisant des choses, on va dire, qui vous apporteront du bien-être. Voilà, bon, ben je vous dis à vendredi, et portez-vous bien d'ici là.